Bonjour à toutes et tous. Je pense qu'on a une partie importante des participants qui sont déjà rentrés ici dans la salle avec nous. Ravi de tous vous avoir pour cette quatrième matinale des sols dédiée aux sols forestiers, souligner les différences entre Provence et Alpes. On part pour une demi-heure de webinaire. On terminera aux alentours de 10h05. Comme sur tous les matinales de cette semaine, donc on a eu sol agricole lundi, droit et sol urbain hier, aujourd'hui sol forestier. Et on clôturera avec le sujet peut-être de fond de cet enjeu du sol. On se questionnera dessus demain sur la biodiversité du sol, demain matin, vendredi 6 septembre, pour clôturer la semaine. Comme pour l'ensemble des matinales, je vous demande à toutes et tous de bien vouloir couper vos micros et d'inscrire vos noms ou vos questions dès maintenant dans le chat. Comme ça, on pourra les avoir pour la discussion de clôture de la matinale. Encore une fois, merci. Et on peut dérouler dès maintenant le déroulé de cette matinée. Pour ce matin, pardon. Tac. Pour ce matin, on aura donc un rappel rapide de la démarche du projet Solviment, une présentation un peu du sujet du sol et des différences qu'on peut retrouver entre Alpes et Provence et pourquoi on s'est positionné là-dessus. Ensuite, on partagera une vidéo et un échange avec Mathias Trabouki, qui est justement un collègue de France Nature Environnement PACA et qui a réalisé ce webdoc L'arbre qui cache les forêts, avant un temps de questions-réponses. Aujourd'hui, on est dans un petit format un peu différent parce qu'on va vous partager des vidéos. Si vous avez un problème de son, n'hésitez pas à le signifier parce qu'on essaie justement de valoriser cet outil et de mettre un petit peu de visuel dans ces matinales, sachant qu'on est déjà sur un webinaire avec PowerPoint, donc c'est toujours intéressant d'avoir un peu plus de visuel. Le projet Sol Vivant, pour le rappeler rapidement, on est sur un projet de 3 ans avec l'ADEME, financé par l'ADEME, avec différents sites d'études menés, soit portés par nos partenaires que vous voyez à droite, soit accompagnés par des experts de la FES et du CIVAM. On réalise des contenus pédagogiques avec le site pourdessolvivants.fr et une mise en dialogue des acteurs comme on le fait aujourd'hui. Et comme ça se passera au printemps, pour le printemps des sols, avec le sujet aujourd'hui des sols forestiers, l'atelier se passera à la butinerie dans les Hautes-Alpes, donc aux alentours de début avril. Pour celles et ceux qui ont envie d'aller visiter la butinerie et de se questionner un peu plus sur le terrain autour des sols forestiers et de la forêt ici alpine, n'hésitez pas à rester connecté pour suivre un petit peu ces sujets-là. Et je vous propose de débuter tout de suite par une immersion un petit peu dans les sols forestiers avec un extrait rapide du sol forêt pour te mettre un peu au diapason sur ce que ça représente le sol forestier. Voilà. Si on regarde le sol, là il y a ce qu'on appelle les curicules, hein. Ce sont les petites déjections de surface des vers de terre. Parfois, c'est très joli, ça fait des véritables sculptures comme ça. On s'émerveille devant cette biodiversité des arbres, des fleurs et des animaux, mais c'est rien du tout. La biodiversité, elle n'est pas là. Elle est là. Elle est dessous. Elle est dans la terre. Mais si tu prends une poignée de terre et que tu essayes de dénombrer le nombre d'espèces vivantes qu'il y a dedans, et c'est hallucinant. Si tu commences par ce qui est du macro, c'est-à-dire des petits arthropodes, des insectes, des mille pattes, des choses comme ça, que là, ça va être par dizaines peut-être, hein, et des petits acariens et tout ça. Mais si après tu descends d'un cran et que tu vas dans du micro, voire dans du micron là tout petit, mais ça va pas être par dizaines, ça va être par centaines, par milliers, peut-être par dizaines de milliers dans ta poignée de terre. Elle est là, la biodiversité. L'importance de voir le lien entre forêt et eau, les deux sont très liés et il faut les considérer ensemble. Et lorsqu'on fait des plans d'aménagement au niveau national, régional, local, il faut vraiment considérer les deux ensemble. Et l'eau, dans l'avenir,
c'est d'ores et déjà un problème. Et puis, l'importance, bien sûr, du sol dans la fixation du carbone. Les arbres font tout le carbone, et quand un arbre meurt, ça reste dans le bois, et quand le bois mort se décompose au sol, ça rentre dans le sol. Et le sol, notamment toute la couche de surface du sol, est une réserve de captage de carbone absolument extraordinaire. Et c'est surtout très, très fondamental pour le phénomène vie, le phénomène de la vie. Et voilà, donc petit extrait du film Forêt pour cette introduction, et je pense que ça résumait l'intervention de Guy, résumait nombre d'enjeux du sol, et ici c'était en forêt, donc, et, euh, et justement du phénomène vie et des enjeux du sol forestier, et de la concentration en diversité faunistique et floristique liée au sol forestier. Et donc, on repart ici avec un peu le sujet de cette matinale, après cette introduction, autour des sols forestiers, avec cet extrait de la carte de l'hygiène du GISOL sur les différents types de sols. Donc, les classifications de sols sont assez diverses, hein, mais ici, on reprendra cet exemple, cette synthèse en fait des familles de sols qui a été faite par le GISOL. Et ce que vous voyez ici, c'est les types de sols de la région PACA. Donc, on se projette sur cet espace ici. On n'a pas le détail de la région, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on est principalement en région Provence-Alpes-Côte d'Azur sur des sols calciques, donc ici ceux qui sont en jaune, avec parfois des enjeux de sol qui vont être plus acides, ici sur notamment le massif des Maures et de l'Esterel. Et il ne faut pas l'oublier, mais ça a moins d'impact sur notre sujet forêt aujourd'hui, des sols qui vont être plutôt hydromorphes, donc dans le delta du Rhône et en partie sur le bassin versant de la Durance, mais ça reste assez faible par rapport à l'importance des sols calcaires dans notre région. Donc, on a donc en volume en France, par exemple, pour donner un exemple, c'est-à-dire qu'on est surtout sur des sols brunifiés, notamment pour la forêt. Près de la moitié de la forêt française est sur sol brunifié. Et donc, on va voir qu'au-delà des liens entre le climat, la topographie et autres, les enjeux aussi de la pédologie impactent le couvert forestier qu'on peut avoir. Et on est ici sur un enjeu vraiment d'écosystème forestier. Nous, on voulait justement vous proposer un diptyque a priori entre la forêt alpine et les forêts méditerranéennes, parce que notre région est marquée quand même par une différence de biome et de climat qui correspond vraiment aux enjeux de forêt alpine et de forêt méditerranéenne. C'est-à-dire que les enjeux climatiques et de topographie donne deux situations climatiques totalement différentes, avec ici une différence des essences entre les forêts méditerranéennes et les forêts alpines. Il faut voir qu'il y a aussi des dynamiques dans ces sous-territoires, mais pour résumer rapidement, on a quand même des différences d'essence d'arbres que vous voyez ici, avec justement des limites pour le développement du pin d'Alep ou du pin maritime, et à l'inverse, pour le mélèze, dans l'autre sens. Les risques qu'on peut avoir sur ces deux forêts sont surtout l'augmentation du risque feu qui est existant depuis toujours en climat méditerranéen, mais le développement des méga-feux présente un risque important de non-renouvellement de la forêt et qui aussi est en parallèle du développement de la monoessence du pin d'Alep, qui est justement celle qui est le plus aujourd'hui la plus vectrice enfin, de développement de la forêt sur les hectares de reconquête forestière. Et donc, ça présente aussi un risque de monoessence lié aux maladies et au changement climatique. Donc, ici, un risque sur la forêt méditerranéenne et sur la forêt alpine. Justement, là, on est sur un risque lié au changement climatique aussi, de modification des essences et de leur reproduction, allié ici à une exploitation forestière qui reste importante et qui démultiplie les risques d'érosion qui existaient aussi, mais qui sont démultipliés. Donc, des enjeux de risque un peu particuliers.
Et on atterrit enfin sur les caractéristiques du sol qu'on a dans ces forêts, et avec une dynamique qu'on verra plus particulièrement juste après du sol méditerranéen, qui est particulièrement pauvre en eau et aussi en matière organique liée à sa composition, mais aussi lié aux simultanéités de risques, et donc la sécheresse et les sécheresses, enfin la sécheresse et les canicules qui démultiplient justement la pauvreté de ce sol. Et donc avec deux enjeux de sol, le sol silicieux, donc plutôt acide, et sol calcaire, alors que le sol alpin, lui, est assez divers parce qu'il est fortement lié à la topographie et aux essences qui sont présentes sur ces sols. Donc ça, c'est pour justement la différenciation entre ces deux espaces. Et pour aller rapidement sur le contenu, ici, on a sur la forêt de la Pine le détail un petit peu des enjeux de la topographie. Ici, c'est plutôt les essences qui sont présentes, mais elles vont avoir un impact, comme je disais avant, sur la constitution de ce sol alpin et des forêts alpines. Donc avec justement les enjeux sur les deux versants, donc ici versant sud, versant nord, et la limite de peuplement des différentes essences qu'on avait pu voir avant. Et ça, c'est assez impactant parce que justement, les forêts les plus préservées en milieu alpin sont les forêts les plus inaccessibles. Ça, on le sait, où la topographie est la plus importante. Et c'est là qu'on va retrouver justement des écosystèmes forêts les plus viables, avec parfois aussi une diversité d'essences. Donc il faut le voir que la restauration historique des terrains de montagne liée au surpâturage à la fin du 19e siècle a amené à justement un repeuplement par différentes essences. Mais aujourd'hui, il faut cibler une diversité d'essences pour permettre une résilience de cette forêt alpine. Ensuite, sur la forêt méditerranéenne, là, on a vraiment un enjeu qui est lié au sol méditerranéen, qui est un peu cette question d'érosion perpétuelle. Alors, évidemment, c'est juste une symbolique, c'est plutôt une métaphore, mais on le sait, aujourd'hui, le sol méditerranéen et même le sol forestier méditerranéen est un sol relativement jeune qui, suite aux différents risques qu'on a vus, donc feux de forêt, canicule, etc., est souvent mis à nu, et ce qui ne permet pas d'avoir un sol ancien qui peut se reconstituer. Donc, on est des sols assez jeunes qui correspondent fortement au matériau parental, donc à la roche-mère qu'on voit ici, et donc qui ne permettent pas de développer une couche suffisante d'humus ou de litière qui permettrait le développement d'autres essences. Donc, on va avoir un éventail d'essences qui sont quand même présentes, hein, qu'on a vu tout à l'heure, comme le pin d'Alep, le pin maritime, ou sur certains autres espaces, comme les sols acides du massif des Morts, on va avoir dans ces sols silicieux plutôt la présence justement du chêne-liège qui se développe très bien sur ces sols silicieux. Et là, justement, on va avoir des sols un petit peu plus profonds que les sols calcaires qui ont une tendance forte à l'érosion et subissent de plein fouet enfin les effets du climat intense qu'on peut avoir ici en Provence et en Méditerranée. Donc ça, c'était vraiment pour notre distinction entre ces deux types de forêts, mais c'est pas pour ça qu'il faut justement euh, distinguer trop les pratiques forestières. Il faut essayer de les questionner, et c'est un peu ce qu'on fait avec ici cet extrait du WebDoc Forêt, et qu'on... Ah, tac, problème pour vous le projeter. Et puis troisièmement, peut-être Ouais. qu'on y pense moins souvent, c'est une diversité des sols qui est liée d'ailleurs aussi à la diversité de la géologie et aussi des conditions topographiques. Et cette diversité du sol, eh bien, engendre aussi diversité des forêts et des paysages. Le compartiment sol dans les écosystèmes forestiers, c'est quelque chose, je me rends compte maintenant, qui a été très longtemps un peu négligé. C'est-à-dire que finalement, quand on parlait de forêt, on parlait des arbres. On oubliait le fait que ces arbres, ils s'alimentent, ils s'ancrent dans un sol, hein, et dans un sol qui est en perpétuelle interaction avec ces arbres, avec en plus tout
biodiversité du sol qui va aussi interagir. Et donc là, on a des systèmes extrêmement complexes qu'il faut absolument préserver. Et on s'en rend compte à l'heure actuelle avec les coupes à blanc. Effectivement, on peut détruire enfin, en quelques heures finalement un équilibre qui existe depuis extrêmement longtemps. Eh bien, quand on est dans la Haute-Provence, près de Marseille ou en Provence tout court, on ne trouvera pratiquement jamais de chêne-liège. Par contre, on passe Toulon. Eh bien là, on trouve beaucoup plus dans les stérelles, dans les morts, une dominante de chêne-liège, Quercus suber, qui donne lieu d'ailleurs à ce qu'on appelle la subériculture, qui est si importante et qu'on aurait besoin de beaucoup relancer. Eh bien pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le chêne-liège est une espèce strictement calcifuge. Hein, il n'aime pas du tout le calcaire. Et donc, on ne va le trouver que dans des régions avec des sols siliceux, souvent d'ailleurs des sols un peu plus profonds, que l'on va trouver dans la partie est de notre région. Le chêne liège, on le trouve que dans le massif des Morts et dans le massif de l'Estérel. On le trouve quasiment pas dans les Alpes-Maritimes ni dans les Bouches-du-Rhône. Les Alpes-Maritimes, on a des sols acides, mais qui sont plus à des étages de végétation où on trouve du chêne-liège, parce qu'on est déjà en montagne et il fait trop froid pour que le chêne-liège puisse y pousser. Et après, on a bien évidemment le châtaignier. On peut avoir le pin parasol aussi, qu'on retrouve alors plus dans la plaine des Morts, mais qui sont sur des sols acides également. On retrouve le chêne pubescent, à la fois sur sol calcaire ou sol acide, et le chêne vert aussi, qui est assez plastique, qu'on peut retrouver sur ces deux types de sols. Voilà, globalement, essentiellement le cortège de la forêt sur sol acide en région méditerranéenne. Et voilà, donc ici, c'était notre petit tour d'horizon et qui rebondissait sur ce que je vous présentais avant. C'est quand même le lien entre les types de sols qu'on peut retrouver, l'histoire climatique et la topographie, et les essences qui sont dessus, et justement qui vont créer cet écosystème sol. Mais c'est pas pour ça qu'il faut enfin, ça ne suffit pas d'avoir fait ce constat, il faut aussi se questionner sur les pratiques. Mais je passe la parole à mon collègue donc Mathia, qui a été le réalisateur de ce webdoc et qui va pouvoir nous faire un récap un petit peu plus large avant de passer au temps d'échange. Donc, à toi, Mathia. Oui, merci Paul, merci beaucoup, merci à tous pour être là aujourd'hui. Voilà, avec ce petit extrait en fait, Paul, est-ce que tu peux revenir sur la graphique, tu vois, où il y a les étages et tout? Parce qu'effectivement, il faut rappeler qu'il y a une petite Oui, chose à rajouter qui n'était pas en fait. Voilà, là, non, voilà. Là, vous voyez bien qu'on a mélangé champ vert pour faciliter, hein, champ vert, champ liège, mais en fait, pain maritime, pain d'Alep, etc. Par contre, il y a un paramètre qui manque là, qui sont justement le type de sol. Hein. On ne peut pas avoir le chien liège avec, par exemple, des autres espèces qui sont plus sur le calcaire. Merci, Paul. Et bah oui, simplement rappeler que voilà, le sol accueille l'essentiel de la vie animale de la forêt et qui vit dans le sol. L'essentiel de la vie d'animal de la forêt vit dans les sols. Hein, normalement, on pense les cerfs, les loups, etc. Mais en fait, comme on disait comme bien la personne dans le film qui a été interviewée, voilà, la plus grande partie des espèces sont à l'intérieur du sol, et qui c'est une machinerie vivante, fantastique, et qui fait un travail invisible, imperceptible, mais essentiel en fait. Si on veut dénombrer un peu dans les animaux, par exemple, on trouve des mollusques, des collemboles, des protozoaires, des vers annélides, des nématodes, des acariens, de myriapodes. Et dans le monde végétal, ben, on a des bactéries, des actinomycètes, les champignons, hein, qu'on voit seulement sous forme de fructification quand on doit aller à la cueillette. Mais en fait, il y a un réseau énorme et on connaît de plus en plus tous ces sujets. Un réseau souterraine qui fait même, quoi, qui connecte aussi les arbres, qui aide les arbres à capter l'eau. Il y a un échange continu de minéraux entre les plantes, les champignons, tout ce filament-là. Donc, tout ce monde invisible, c'est un peu le rouage des compositeurs, hein, qui désagrège toute cette matière organique de l'humus et qui le remet en cercle. Donc, pourquoi on tient beaucoup à certaines pratiques plutôt qu'à d'autres? C'est parce que certaines pratiques sont plus protectrices du sol par rapport à des autres.
Euh, Aujourd'hui, on est arrivé finalement arriver à réglementer, par exemple, l'exploitation si on rentre dans une forêt. Avant, on pouvait rentrer avec des engins et aller un peu droite à gauche et tasser du coup le sol. Sachant que si on tasse le sol, eh ben, on n'aura plus cette porosité qui permet ce microhabitat d'organismes qui est à l'intérieur. Hein. Ils arrivent chez vous, ils écrasent toutes ces porosités. Et dans toutes ces microcavités porosités, il y avait tous ces organismes que je viens de citer. Donc aujourd'hui, bon, on peut se réjouir au moins qu'on a ce type de réglementation qui décide en fait de faire des sillons, hein, on appelle des sillons. Ça veut dire que les machines, s'ils doivent rentrer dans la forêt, bon, en fait, ils doivent toujours rester sur le même sillon. Ils ont des bras extensibles, des fois, pour récupérer le bois, etc. Ça dépend de l'exploitation. Et il y a un autre type de forme, il y a un autre paramètre aussi qui n'était pas trop cité, mais c'est vraiment sur la qualité des sols, c'est l'usage, l'histoire des sols selon les usages qu'on a perpétrés pendant des siècles. Et notamment dans la zone de la Basse-Provence, la Provence, etc., on a ce qu'on appelle les taillis. Et les taillis, ça veut dire qu'on coupait le chêne pour faire du feu de bois, excuse-moi, oui, un feu de chauffage, etc. Et en fait, on attendait, on coupait l'arbre complètement à 20 ans, 30 ans. Aujourd'hui, on attend un peu plus, heureusement. Mais on laissait le sol à nu. Donc, avant, peut-être, voilà, c'était une solution assez rapide et convenable. Au jour d'aujourd'hui, avec le dérèglement climatique, ce type de pratique de laisser le sol à nu sur des grosses quand même surfaces, c'est délétère dans le sens où on expose complètement le sol à le rayonnement solaire. Donc, on va induire une xéricité des sols. Et vous pouvez bien comprendre, si quelqu'un d'entre vous, voilà, a fait des études de pédologie, etc., vous savez que pour extraire les micro-organismes du sol, en fait, ce qu'on fait, c'est de mettre dans un imbu un paquet de sol, hein, une quantité de sol connue. On le met dans cet imbu. En fait, on met une lumière hein, qui fait de la chaleur et qui fait de la lumière. Sachant que tous les micro-organismes qui vivent dans le sol détestent la lumière et détestent la chaleur. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils descendent de tout à chercher la fraîcheur et il tombe dans un petit conte- conteneur où il y a de l'alcool, bon, où il meurt et on peut regarder quel type d'espèce il y avait, etc. Donc, vous voyez bien que si vous allez exposer les sols au rayonnement, tous ces organismes vont chercher déjà plus en bas. Mais comme les sols en Provence, en général, sont pas trop profonds, comme a été cité Paul, eh ben, en fait, à un moment donné, ils n'arrivent plus à survivre. Donc, cet appauvrissement de la faune, de la végétation, du monde animal et végétal qui est du sol, en fait, est un détriment de l'organisme forêt qu'on veut constituer. Parce que pour avoir une forêt, en fait, on doit déjà avoir un sol forestier. Sachez que c'est des chiffres vraiment incroyables, mais si on se retrouve à nu avec de la roche-mère parce que était tout érodé, etc., ben, en fait, un sol vivant de 20 centimètres d'épaisseur, pour se reconstituer, il prend 7000 ans. Ok, ça, c'est des données qui étaient étudiées. Donc, c'est des chiffres vertigineuses. Et, et donc, c'est ça on doit garder en tête, en fait, que c'est ce capital, que c'est vraiment un capital, parce que sans le sol, on n'a pas de végétation et donc on n'a pas la possibilité de développer en forêt dessus. Et surtout, c'est le temps. Le temps et les actions que l'homme apporte sur ces sols, sur ces forêts. Parce qu'une forêt, voilà, même à niveau des coupes à blanc et du chêne pour faire par exemple du bois, eh ben Mhm. pareil, on le coupe à 30 ans, 40 ans, 50 ans, quand un arbre peut, il devient à peine mûr à 150. Donc voilà, Mhm. on a vraiment des forêts très jeunes qu'on coupe en continuité et donc on n'arrive jamais à arriver à... Donc l'idée, c'est d'arriver à d'avoir demain des forêts qui sont plus diversifiées, où il n'y a pas qu'une espèce. Déjà pour ceux qui ont cité Paul, qui devient plus facilement attaquable pour tout type de ravageurs, etc. Mais on le sait déjà, hein, des forêts qui sont diversifiées sont plus résilientes à tout type Mhm. d'attaque. Et, euh, et, et voilà, donc l'idée, c'est vraiment de chercher d'arriver demain à avoir des forêts qui sont mélangées et peut-être aller plutôt vers la sylviculture à couverte continue,
Oui. Ça veut dire on arrive à avoir toujours le sol couvert, en fait. Mhm. L'importance de ça, c'est ça. On regarde la couverte continue, comme on dit bien le mot, pour ne Oui. pas avoir du soleil qui arrive à taper fort sur les sols, en causant tous ces dégâts qu'on vient de citer, par exemple. Voilà. Mathias, Excuse-moi, Paul, et c'est une oui, pratique qu'on utilisait beaucoup en montagne, parce que justement, on avait des pentes porte, ouais. des terrains très escarpés, Mhm. escarpés, excuse-moi. Et du coup, ces pratiques étaient plutôt en montagne, mais on commence à l'appliquer aussi à la Provence, et c'est bien justement pour ces C'est écosystèmes. c'est ça. C'est que le distinguo entre les deux, les pratiques qui étaient existantes en montagne pour des raisons de topographie et de climat, en fait, sont nécessaires aussi en climat méditerranéen, qui est soumis à d'autres aléas. Et justement, alors je vous invite à, si vous avez des questions, à les poser dans le chat et je les partagerai à Mathia. Je reviens un petit peu sur le contenu du plaidoyer qu'on va sortir enfin, dans 2 semaines, le 16 décembre, parce que chacune de ces matinales est bâtie sur un plaidoyer. Et donc, ce qu'on soutient, c'est exactement ce que Mathia a pu évoquer sur les taillis de chêne ou sur les enjeux des forêts de mélèze, parce que chacune de ces exploitations sont soumises à des pratiques et à un schéma régional de gestion sylvicole, par exemple, sur les taillis de chêne où les couperas sont autorisés. Nous, ce que l'on demande aussi principalement, c'est d'éviter toute atteinte au sol des forêts anciennes parce qu'il présente justement l'ensemble de ce microbiote et de cet écosystème forêt pertinent et extrêmement durable. Donc, il faut aussi le préserver. Ce n'est pas forcément le cas encore suffisamment aujourd'hui. Ensuite, la restructuration progressive des sols et le maintien d'un couvert continu même si la gestion forestière, enfin, exploitation forestière, ça c'est un de nos mantras sur les questions de forêt. Et aussi, c'est de connaître les activités qui ont profondément modifié les sols et d'adapter aussi l'exploitation qui en est faite, parce qu'on a eu du pastoralisme, on a eu des espaces d'exploitation forestière aussi, on a eu parfois juste de l'agriculture. Donc, tout ça a un impact sur le sol qu'on récupère aujourd'hui et aussi engendre de la réussite ou non de replantation. Le sujet de la forêt est un sujet qui est mené, qui est couvert par de nombreux organismes. Nous, ce qu'on voulait aujourd'hui, c'était partager aussi notre regard et certains enjeux qu'il faut avoir entre ces deux espaces. Il y a Michel Blanchard qui nous partage qu'il paraît important de signaler les efforts considérables engagés par l'ONF sur ce territoire pour accompagner une logique multifonctionnelle d'évolution de la forêt. Et ça, c'est vrai, on l'a dans le film, dans le webdoc forêt, on a des échanges nombreux avec l'ONF sur différents exemples, ce qu'on a pu voir dans un petit extrait, il y en a plus dans le webdoc. Et donc, ces enjeux, il y a des enjeux de pression économique, bien sûr. Oui, Mathias, je te passe la parole. Non, oui, effectivement, c'est très bien parce que et le CNPF pour la propriété privée et l'ONF aujourd'hui, voilà, ils sont vraiment dans des démarches. Voilà, on se réjouit parce que voilà, on commence à comprendre, même à niveau du bois mort, qui avant le bois mort était un peu stigmatisé. Il y avait des arbres morts en forêt, en fait, il faut les enlever parce que il y a des bactéries, il y a des maladies, etc. En fait, on n'avait rien compris. En fait, on supprimait tous les vieux arbres et en fait, on enlevait cette possibilité à plein d'espèces de se reproduire dans le bois mort et aller tomber par terre et renourrir la forêt, tout ce cycle. Donc l'ONF, effectivement, il est dans cette démarche-là. Là où il peut ne pas toucher, ne touche pas. Voilà, je pense qu'on va on commence à prendre conscience vraiment de tous ces enjeux et c'est bien aussi que, voilà, que les gestionnaires suivent sur cette dynamique-là. Après, il y a tout le discours de comment on gère les forêts pour faire quoi. Ça veut dire qu'en région, si on a un certain type d'exploitation, en fait, c'est parce que une des plus grandes débouchés du bois, c'est aujourd'hui la papeterie de Tarascon. Donc, on n'a pas besoin de faire des gros arbres, les servir les arbres. Et donc, ça, c'est encore plus notre débat. Mais malheureusement, comme on peut le voir avec l'arrivée de Gardanne, les quantités importantes de bois qui sont demandées, en fait, on n'a pas besoin pour faire brûler du bois, d'avoir des gros arbres, de la qualité. Donc, on a un peu perdu toute cette filière-là qui faisait du bois de charpente et tout avec Tarascon.
Et aujourd'hui, on se lance dans la centrale de biomasse de Gardanne. Donc, c'est l'industrie en fait qui décide comme les forêts vont être basiquement, parce que les débouchés sont celles-là. Donc, Mhm. mais là, c'est un autre débat un peu plus vaste, mais ne pas Mais oublier de faire le lien. Voilà. c'est intéressant de clôturer sur ça, Mathia. Merci. C'est aussi que c'est lié aux besoins de l'homme et à l'exploitation qui en est faite. Je relais juste une remarque de Julien Piquepont sur le terme qui est plus qu'on utilise, c'est plus le cloisonnement d'exploitation. Et Julien, sachez que c'est le terme qu'on a dans notre plaidoyer, donc peut-être à l'oral, on change, mais en tout cas, on l'aura à l'écrit. Donc voilà, c'était intéressant de voir que c'était en lien avec l'exploitation forestière. Donc c'est pour ce matin, c'est terminé pour les échanges. N'hésitez pas à reposer des questions dans le chat, je les noterai et j'ai le lien sur tout ça, à nous envoyer un mail si vous avez des questions. Donc, n'hésitez pas à lire, à suivre le site pourdesolvivants.fr. Pour le printemps des sols, ce sera en avril, donc sur le territoire des Hautes-Alpes. Et le dossier, les plaidoyers complets arrivent le 16 décembre prochain. Et je ne vous ai pas mis le lien de la page coexistence là juste en dessous. Je vous l'aurai dans le compte rendu. Donc c'est la page coexistence recueille l'ensemble des documentaires et des webdocs qui ont été réalisés sur différents sujets pour questionner un peu le lien, la cohabitation entre l'homme et la nature, avec justement le webdoc, l'arbre qui pêche des forêts ou d'autres éléments sur les sujets du littoral ou des rivières en tresse, de la Durance, etc. Voilà, il y a eu un partage dans le chat. Donc, un grand merci à toutes et tous pour participation à cette matinale. Merci Mathieu de m'avoir accompagné pour cet échange. Et on se retrouve demain pour la clôture avec ce super sujet de la biodiversité des sols. Merci beaucoup.